Partie 4 de l'épisode 5, Boutre et Baranis, la Tingitane entre l'Afrique et l'Espagne. Reprenons notre schéma au siècle précédent la première islamisation des Occidentaux, des Maghrébins, des Berbères, avec le limès romain d'Orient, établi dans les années 530 à 550, qui incorpore, bien entendu, l'Africa, Tripolitaine, Byzacène, Zeugitane et une bonne partie de la Numidie, et une fraction de la Césarienne, y compris la capitale de Césarée, ici, qui est isolée de la route terrestre, mais qui est accessible par la mer. Et puis, la cité de Tanger, qui, avec Ceuta, à côté, dépend probablement d'une province commune avec le reste des détroits, la côte du sud de l'Espagne, reconquise dans les années 550 par les Romains d'Orient, et qui est en leur pouvoir jusqu'au début du 7e siècle, jusqu'aux années 620. Donc avec cette province d'Hispania, ou Spania, comme on trouve sur les monnaies, on va voir ça, avec la ville de Tingis, avec la ville de Ceuta, Septa, où des attestations de présence proto-byzantine, 6e, début 7e siècle, sont démontrées par l'archéologie, comme dans les autres points qu'on voit du côté espagnol des détroits, à Carthagène, dans l'intérieur des terres également, mais aussi à Malaga et à côté de Cadix. Le royaume wisigoth a donc un rôle à jouer par rapport à cette province de Tanger, qui dépend du diocèse des Espagnes dans le découpage romain tardif. Et puis cette même réunion de la province de Tanger et de la province de Bétique, voire de la province de Carthagène, à l'intérieur de l'organisation de la préfecture d'Afrique, dirigée depuis Carthage par le préfet du prétoire d'Afrique, puis par l'exarque d'Afrique au début du 7e siècle, suggère un contact important entre la Tingitane, pour qui on n'a aucune information, à part des relations culturelles avec le pays d'Altava, le pays du royaume de Massouna, moro-romain, on voit sur les épitaphes, les inscriptions funéraires de Volubilis, mais qui semble tout de même dépendre, au moins indirectement, de cette Espagne romaine, peut-être post-visigothique. Toutefois, la comparaison est difficile, puisque le diocèse romain a été conquis par les Visigoths, sans que Tanger passe sous leur contrôle, en tout cas, on n'en a pas de preuve. Et il y a dans cette structuration en Espagne une dissociation importante entre l'élite gothique, jusqu'à la fin du 7e siècle, qui porte des noms germaniques, des noms goths, et la population hispano-romaine, y compris donc les notables, les nobles, sénatoriaux, etc., les évêques, qui portent des noms gréco-romains. Et puis, il y a au cours du 7e siècle, c'est-à-dire après le retrait des proto-byzantins, dans les années 620, une fusion autour d'une gens hispano-gothique. De l'autre côté du détroit, ça n'a rien à voir. La Mauritanie, au sens tardo-antique, et la Tingitane sont un espace dans lequel l'Empire romain n'a plus d'administration. Et pour autant, ce n'est pas comme en Espagne où les Visigoths ont remplacé l'Empire romain. Les Vandales ne sont pas là, les Vandales sont en Afrique. Ils ne sont pas dans l'espace des deux Mauritanies, et les morts portent généralement des noms berbères. Il y a une présence, comme on voit sur les inscriptions, notamment l'inscription d'Altava en 508, mais aussi bien sûr dans les inscriptions de Volubilis, une présence d'onomastique latine qui alterne avec l'onomastique berbère. Puis on a tous ces Julius, cette Julia Rogativa de 650, ce Julianus, qui est le comte de Ceuta, en charge des détroits, sans nom de famille, sans nom non plus de tribu. Alors, qui sont ces morts romanisés? Est-ce qu'ils sont comparables aux hispano-romains de l'autre côté du détroit? Et quelle est l'articulation avec les morts romains? On a trop peu d'éléments pour conclure. On revient rapidement sur la Basina du Gour, cet énorme mausolée en pierre de gros appareils de type byzantin, qui date, selon Carbone 14, d'un petit peu après le retrait de l'Empire romain d'Orient, le retrait de l'Empire byzantin des détroits, à part probablement Ceuta, peut-être encore pendant quelques années, à moins qu'elle soit passée sous l'autorité visigothique. Alors la Basina donc, se trouve à une journée de marche de Volubilis, au sud-est, entre Meknès et Fès, et on est au beau milieu du territoire qui, plus tard, sera celui de la Volubilis et de la Fès des Idrissides, qui arrivent au pouvoir par mariage avec les chefs de la tribu Kabila berbère des Zauraba. Or, les Zauraba, on l'a dit, ont été associés par l'onomastique, par cette localisation similaire, aux Werbes de Ptolémée au IIe siècle. Ce qui implique que le général, le chef de la confédération tribale berbère qui lutte contre les Omeyyades, puis qui se rallie à eux à la fin du 7e siècle, Kousseïla al-Aurabi, provenait possiblement de cette région. Et on sait que son nasab, sa généalogie patronymique, est Kalzam. Donc, cet énorme mausolée pourrait très bien être celui de Kalzam. La chronologie correspondrait. Donc au 7e siècle, on a nos Aouraba ici, dans la région de Tanger. En noir, j'ai marqué les populations qui sont de type Baranis, selon la généalogie arabe, on va y revenir. Entrée
simplement italique, les tribus ou les groupes ou les ethnies ou les groupes politico-régionaux qui sont assimilés au groupe des Boutres, la colonie arabe de Kérouan, au centre du pays romain de la Byzacène, et puis ce qui reste de l'exarcat d'Afrique autour de Carthage, qui va progressivement donc se réduire dans les années 680, 690, 700. Et puis on a cet énorme pays des morts, pays des Babars, Bilad al-Barbar, tel que le disent les sources du 8e et surtout du 9e siècle. Donc on a peut-être une fédération autour d'une tribu de Tingitane, l'empire Aurabi, qui vient jusqu'à menacer la colonie arabe de Kérouan. Et puis on a ces berbères de Libye septentrionale qui semblent plutôt stables dans la coalition pro-Omeyyade, qui était pendant longtemps des ennemis de l'Africa romaine, sous Justinien, sous Bélisaire, et puis sous les maîtres de milices suivants et les exarques. Cette coalition regroupe un certain nombre de tribus de la Byzacène, de la Tripolitaine, qui sont considérées comme des Boutres et qui sont assimilées aux Zénètes et aux autres groupes d'Afrique du Nord et de Tingitane, eux aussi rattachés aux Boutres pour des raisons qu'on va tenter d'élucider. Pour appréhender cette conquête de l'exarcat d'Afrique, il faut la comparer avec la conquête de l'exarcat d'Italie au même moment. Sur cette carte en vert, vous avez les conquêtes lombardes entre les années 580 et les années 630-640. À quelques décennies près, c'est extrêmement comparable avec ce qui va se passer en Afrique. La conquête lombarde se fait par un groupe germanique lombard qui s'allie avec d'autres groupes germaniques comme les Hérules, mais aussi des groupes turco-mongols comme les Avars, qui vivaient dans la plaine Pannoне. Et c'est un peu la même chose. On a ici une conquête qui est faite par un groupe arabe, Omeyyade, à partir de Kérouan, et qui a des alliés, en l'occurrence des alliés du nord de la Libye, les morts Boutres, mais progressivement également donc des morts Baranis, de la Confédération des Aouraba. Pour l'époque des débuts de l'islam, on a très peu de représentation, mais on a malgré tout quelques pièces de monnaie qui permettent un petit peu de se rendre compte de la transition entre, par exemple, ici, une nomisma en grec, solidus en latin, un sou en français, de Constant II, juste après la fin de la révolte de l'exarque Grégoire, en partie vaincu par une coalition de Koraïchites dans les années 645-648. Et puis, on a des copies des missions de l'exarque, mais avec des croix arasées pour la période suivante, dans les années 660, 670, 680, et on a donc toute une série de copies, et puis la croix qui a été arasée dans le territoire de l'exarcat, possiblement juste avant la chute de Carthage, qu'on a à la fois sur cette monnaie d'or, donc pour les Arabes, la nomisma, le solidus, c'est un dinar, et sur cette monnaie de bronze qui en est une copie, le fals, qui du latin folis. Et puis, on passe à une réforme épigraphique, c'est-à-dire la disparition de toutes les représentations figurées. En Orient, ça se passe directement dans la langue arabe, mais ici, en Africa, on a une réforme épigraphique qui est de quelques années postérieure à ce qui se passe en Orient, mais qui est en latin. Et donc, on a ces inscriptions qui sont des traductions, en partie, du Coran. Dieu éternel, Dieu le grand, Dieu créateur de tout. Et on a une basmala, qui est une basmala complètement islamique, In nomine Domini misericordus unus Deus non socius, donc qui est Bismillah ar-Rahman, miséricordus, Allahu Ahad, la sharika lahu. Et on a encore l'indiction 706, on n'a plus d'autorité romaine à Carthage, mais on a encore le compute en indiction byzantine. Et donc on va avoir cette rencontre entre l'Ifriqiya qui, en 703, est uniquement arabe désormais, et l'Hispania qui est exclusivement gothique depuis maintenant 3 générations. Donc on peut comparer ici un solidus émis sous Moussa ibn Nusayr, un général palestinien installé à Carthage, wali de l'Afrique, et un solidus émis par Witiza, fils d'Ejika, le dernier roi wisigoth, avant le renversement par Roderick en 710. Donc Roderick, on le voit ici sur cette représentation du château omeyyade de Jordanie de Qusayr Amra. Alors les sources arabo-musulmanes qui permettent d'illustrer aussi bien la conquête de l'Afrique depuis Kérouan sur Carthage que plus tard la conquête de l'Espagne visigothique depuis Ceuta puis la Tingitane sont extrêmement tardives. Et on est obligé de se fonder sur Ibn Abd al-Hakam, un juriste égyptien du 9e siècle, dans son récit des conquêtes de l'Égypte et de l'Occident, c'est-à-dire le Maghreb. Dans sa conception, le Maghreb et l'Espagne sont la continuité naturelle de l'Égypte, et ce sont en effet des troupes égyptiennes qui se sont passées en Libye initialement, ont recruté des auxiliaires Boutres de Libye du Nord, et qui ont fondé Kérouan, et qui ensuite sont à nouveau revenus d'Égypte dans les années 680 pour prendre Carthage autour de 700. On arrive pour l'année 710-711, le gouverneur des Détroits, entre le district et l'Espagne, était un non-arabe appelé Julien, seigneur de Ceuta.
Il était aussi le gouverneur de la ville d'Al-Khadra, c'est-à-dire Al-Jaziras aujourd'hui, du côté opposé du détroit, entre Espagne et Tingitane. Alors il dit Tanja, mais je prends le parti de traduire la Tingitane, car on parle régulièrement du pays de Tanja, et c'est tout à fait récurrent dans la géographie arabo-musulmane que la province prenne le nom de la capitale, et vice-versa. Inclure l'ensemble de l'ancienne Tingitane romaine, notamment Volubilis, a du sens dans ce contexte. Rappelez-vous qu'à Volubilis, les princes, tous ces notables qui étaient enterrés dans des tombes chrétiennes en latin au début du 7e siècle, s'appelaient tous Julius et une dame s'appelait Julia. Julien était, nous dit-on, le sujet de Roderick, prince de l'Espagne, roi des Visigoths d'Hispanie, qui avait coutume de résider à Tolède, qui est effectivement, à partir du milieu du 6e siècle, la capitale de l'Espagne gothique. Tariq, client de Moussa ibn Nusayr, le gouverneur d'Afrique, un client d'origine berbère probablement, d'origine de la tribu des Louata, de Tripolitaine, un Boudre, établit le contact avec Julien et le traita aimablement jusqu'à ce qu'il contracte. Donc on est dans un contexte où Julien a en fait un conflit avec Roderick, un conflit familial, en tout cas c'est ce que les sources arabo-musulmanes nous disent, mais qui suggère tout de même un soutien traditionnel du comte Julien, gouverneur de Ceuta, de Tingitane, probablement peut-être d'une partie des détroits du côté espagnol, de l'ancienne zone d'influence romaine d'Orient. Il avait sans doute des liens plus forts avec le roi Vitizza, fils d'Egica, qui sont une famille des ducs de Cordoue, des ducs de la province de Bétique, qui a un lien avec l'Andalousie. En effet, Ibn Abd al-Hakam continue. Julien avait envoyé une de ses filles à Roderick, prince de l'Espagne, pour son éducation, mais elle était tombée enceinte de lui. Julien, l'ayant appris, déclara « Je ne vois pour lui d'autre punition et récompense que j'expédie les Arabes contre lui. » Il écrivit à Tariq pour lui dire « Je vais te faire passer en Espagne », alors que ce dernier était à Tlemcen. Et Moussa ibn Nusayr à Kérouan. On a un gouverneur de l'exarcat d'Afrique, de facto, Moussa ibn Nusayr à Kérouan, et un gouverneur de la Mauritanie, du pays des barbares, à Tlemcen. Le gouverneur arabe, en réalité palestinien, Moussa à Kérouan, le gouverneur berbère à Tlemcen. Tariq lui répondit « Je ne peux te croire que si tu m'envoies un otage. » Il lui envoyait donc ses deux filles, n'ayant aucun autre enfant, et Tariq les autorisa à rester à Tlemcen, les gardant de près. Le comte Julien de Ceuta se retrouve pris entre deux feux. Il a une fille à la cour de Roderick à Tolède, une fille à la cour de Tariq à Tlemcen. Entre Pomaria, dans l'ancien royaume moro-romain d'Altava, et la province de Bétique reconquise par les Goths et sous le contrôle de Roderick qui a renversé l'ancienne famille qui était d'origine de Bétique. Tariq alla auprès de Julien qui était à Ceuta sur les détroits, donc voilà, Tariq va se mettre en place. Ça me permet de vous parler un petit peu de la représentation de ce dernier roi des Espagnes qui en fait n'a régné qu'un an et qui était une sorte d'usurpateur en réalité par rapport à la famille qui était implantée au pouvoir royal des Goths depuis 2 générations. Et Roderick est en effet représenté comme étant l'incarnation du royaume des Espagnes. De la même manière que César, pour Héraclius évidemment, représente l'incarnation de l'Empire romain d'Orient, de l'Empire byzantin. Khosrow II, l'Empire perse sassanide, au centre, qu'on reconnaît très bien avec sa couronne. Aussi le Négus, probablement, on voit le Chine de Najashi, probablement. Et puis ensuite, peut-être le Turc, peut-être l'Indien. Une fresque des 6 rois du monde qui sont ici peints dans la salle d'audience du palais de province d'Al-Walid, futur Al-Walid II, en Transjordanie. Et on reconnaît bien le Rho grec et le Omicron. On a ces émissions qui reprennent les émissions qu'on trouve à Kérouan à la même époque, avec des formules latines qui reprennent les formules arabes de la même époque au Moyen-Orient, mais avec le soleil au centre, comme sur les pièces visigothiques. Et là, on est en 713, donc 2 ans après la conquête, 94 de l'Hégire. Frappé Feritus in Spagna, en Hispanie, en Espagne, à l'indiction 11 de l'indiction byzantine. Alors, est-ce que le comte Julien est un gouverneur romain de Tingitane, de Bétique ? Est-ce qu'il est le représentant des Visigoths en Tingitane ? Le fait qu'il s'appelle Julien ne doit pas présumer que c'est un Romain. Ça peut très bien être un berbère romanisé comme ceux qu'on trouve à Volubilis, à moins que ceux de Volubilis soient eux-mêmes des Tingito-romains, des Hispano-romains de Tingitane. Ce que nous racontent les sources arabes, c'est qu'il a un motif de vengeance personnelle contre Roderick. Mais on oublie complètement d'expliquer que Roderick est en fait un usurpateur qui a renversé la famille des ducs de Cordoue qui étaient rois depuis 2 générations. En fait, il va recruter des auxiliaires berbères, ce qui aurait pu tout à fait se passer dans un autre contexte. Et en l'occurrence, ces auxiliaires berbères sont eux-mêmes affiliés à la province d'Afrique qui dépend d'un Palestinien, lui-même d'origine probablement chrétienne, qui s'appelle Moussa, c'est-à-dire Moïse, fils du petit Nas.
dont on connaît très mal le background, qui est décrit comme un client, comme un maoula, alors même qu'on dit qu'il est arabe, et qui vient donc de la zone culturelle intermédiaire entre l'Arabie et la Palestine, et qui est en fait un homme neuf, un homo novus, qui a été complètement créé en étant le client de Muawiyah, le calife omeyyade, puis de Abdelaziz, son cousin, gouverneur de l'Égypte, et donc du Maghreb par extension. Et Ibn Nusayr, à son tour, va nommer son propre client, probablement pour la Mauritanie, en tout cas à Pomaria et à Altava, logiquement, à Tlemcen, dans les années 700. Voici un petit peu la rencontre inattendue entre ces mondes post-romains divers. Un solidus, une nomisma grecque, un dinar arabe, frappé in Africa, en Afrique, en l'an 97, et aussi on est à 98, de l'Égypte, soit les années 716-717. Donc on continue à avoir des formules latines, au nom de Dieu, Bismillah, non Deus nisi solus Deus, il n'y a pas de Dieu sinon Dieu. La ilaha illallah, c'est la traduction exacte, ne lui associe point la sharika lahu. On est quelques années après la conquête de l'Espagne. Et puis donc l'équivalent pour l'année 98, 716-717, dans Al-Andalus, cette fois-ci, on a donc la formule arabe qui se met au revers, et au droit, on a toujours une formule latine similaire, ferit in Spagna. Dès que les troupes berbères débarquent avec le comte Julien, ils renversent Roderick, et les fils de Vititsa, fils d'Egika, donc la famille des ducs de Cordoue, reprennent le pouvoir, sous la tutelle de ces mercenaires berbères. Et donc Tariq, nouveau gouverneur de Tingitane, probablement, jusqu'aux années 720, c'est en tout cas en tant que gouverneur de Tanja qu'il apparaît dans les sources souvent, et donc par extension de gouverneur de la Bétique, ex-romaine, Moussa ibn Nusayr, qui nomme donc son fils Abdelaziz, qui porte le nom de son maître, le gouverneur d'Égypte Abdelaziz, décédé à ce moment-là depuis une dizaine d'années, comme gouverneur de Tolède. Donc il renverse la monarchie visigothique officiellement. Il y a un gouverneur de Tolède en place du roi des Visigoths, a quand même épousé la fille de Roderick, qui s'appelle Racim, dont le fils aîné s'appelle Racim. Et Guilona épouse le fils du gouverneur de l'Afrique, Moussa ibn Nusayr. Cette relation montre bien le transfert en fait de la monarchie, et donc on n'est plus sous des rois goths qui ont besoin de mercenaires berbères et qui sont sous la tutelle du gouverneur de Tanger berbère. Moussa va nommer à nouveau son neveu pour remplacer son fils, qui s'appelle Ayoub, Job, le Lahmi, des groupes à nouveau palestiniens, du contact du monde gréco-romain et du monde arabe. Et puis finalement en 716, on a un remaniement du réseau occidental et un nouveau gouverneur qui provient de la ville de Taïf dans l'ouest de l'Arabie, Al-Hur al-Thaqafi, qui va transformer véritablement l'Espagne en une province arabo-musulmane indépendante. Mais les Tingitans, évidemment, sont l'essentiel de l'armée. Cette coalition de berbères, parmi lesquels il y a forcément un grand nombre d'Aourabi, de Volubilis, sous les gouverneurs d'Espagne, vont conquérir le reste de l'empire visigothique, notamment la Septimanie, c'est-à-dire en France actuelle, le Languedoc actuel, et vont aller dans les montagnes asturo-pyrénéennes, et c'est là qu'on commence à avoir un conflit entre les dirigeants berbères, notamment un certain Uthman, fils de Neissa, et chronique latine appelle Muzuna, qui est identifié très rapidement comme étant un leader mort de premier plan, et qui va s'opposer donc aux leaders sarracènes, aux gouverneurs officiels, qui proviennent d'Orient. Et ce Uthman va même établir une alliance avec le duc Eudes d'Aquitaine, qui de son côté a énormément de problèmes avec les Francs, au nord de la Loire. Ils vont constituer une principauté entre le versant sud des Pyrénées, berbère, mort, et le versant nord des Pyrénées, aquitain, gasconne, d'origine basque, contre le gouvernement omeyyade. Et à nouveau, on a une relation matrimoniale. Uthman épouse la fille du duc d'Aquitaine. Et puis finalement, le gouverneur d'Espagne est tué à Poitiers par l'armée franque, ce qui va mettre un terme aux expéditions en Gaule. Aquitaine finalement devient un vassal des Francs, même si l'histoire continue pendant une trentaine d'années et finit dans une guerre civile extrêmement violente en 768 pour la conquête en fait, de l'Aquitaine par les Carolingiens. Et de son côté, la Tingitane, elle retourne dans le giron de la province d'Afrique, naturellement de Kérouan. J'ai mis les principaux groupes politico-régionaux, ethniques, tribaux, qui sont indiqués dans les sources arabo-musulmanes classiques. Les Louata en Libye, les Houara en Tripolitaine, les Nefzawa Nafoussa entre le nord-ouest de la Tripolitaine et le sud de la Byzacène, les groupes de base de la coalition des Boutres. Mais avec les Boutres, les sources arabo-musulmanes ajoutent l'ensemble des groupes qui dépendent des Zénètes. Les Jrawa, les Mahrawa, peut-être les descendants des Mahoureb, les Ifrénides, mais aussi les deux groupes importants qui vont fonder des entités politiques indépendantes du califat, qui ne sont pas musulmanes, ni sunnites, ni chiites, qui sont dans un cas kharijite et dans l'autre qui sort complètement de l'islam, les Barwata, possiblement descendants des Bakwat, et les Miknasa, possiblement descendants des Makénites.
Tout ça va former cette espèce de coalition informe des Boutres. Et puis on a cette autre coalition, les Baranis, donc les porteurs du Bournous a priori. Ils sont un petit peu en miroir en fait des deux groupes arabes. On a les deux groupes berbères. Les deux groupes arabes qui sont les Yémen et les Nizar, les nord-arabes. Les Baranis qui vivent essentiellement en fait à l'ouest de la Mauritanie, dans le pays de Tingitan et au-delà dans le pays de Souss. Tout ce qui va concerner Haskoura, les Masmouda, les Gazoula, les Lamta, tout ça apparenté aux Masmouda et les Sanhaj. Et puis donc l'historiographie, la généalogie implique l'idée qu'il y a des mouvements, et il y a notamment des mouvements, ou en tout cas une affiliation du groupe des Koutama, c'est-à-dire l'ensemble des tribus qui vivent dans les montagnes de la Kabylie, de la petite Kabylie, entre la Sétifienne et la Numidie. Et ces populations donc qui sont au contact de l'Empire romain ne sont pas romanisées. C'est ce qui les associe aux autres populations des montagnes du Rif, du Moyen Atlas, du Haut Atlas, de l'Anti-Atlas, et au-delà, donc les populations qui vont s'installer dans le désert du Sahara. On a cette ambivalence, cette bipartition entre le groupe berbère des Baranis et le groupe berbère des Boutres. Sur le plan schématique pour le 8e siècle, on a toujours cette bipartition entre le pays des Maures, qui est devenu le pays des Mauro-Romains, qui est maintenant le pays des Berbères, et le pays des Romains, Bilad al-Rum, qui est en train de devenir un pays des Arabes. La population sédentaire, urbaine, s'arabise comme elle s'arabise en Espagne. On est dans un foyer d'arabisation. Et puis la population rurale, qui parlait peut-être encore des dialectes puniques, passe assez naturellement, comme la population qui parle des dialectes araméens en Syrie et en Irak, passe assez rapidement à l'arabe, assez naturellement. Mais qui, à la fin du 9e siècle, est complètement arabisé. De l'autre côté, on a un territoire qui était berbérophone et qui reste berbérophone. On retrouve cette bipartition avec à peu près la même diagonale qu'on avait dans l'Empire romain tardif. Alors je vais représenter les différentes entités politiques qui vont se développer dans ce pays des Berbères. L'État des Barwata, sur la côte du Tamesna marocain, l'État des Muknassa, le Tafilalt, capitale Sigilmassa, énorme oasis et port saharien, mais aussi, possiblement en lien avec le groupe Zénet, la principauté de Tahert, aussi non sunnite, non chiite, kharijite, comme les Meknassa du Tafilalt. Qui sont ces Boutres et ces Baranis? Alors les Baranis, on l'a dit, ce sont les porteurs du Bournous, vous voyez à droite, et les Boutres, ils portent une tunique courte, aux jambes courtes au niveau des genoux. Une tunique à la romaine, comme on voit à gauche sur cette mosaïque sicilienne du tout début du Moyen-Âge. Et les Baranis sont aussi généralement plus agriculteurs, alors que les Boutres, du fait de leur prédominance chez les Zénètes, c'est-à-dire les post-Gétules d'Algérie centrale, mais aussi de Tripolitaine et de Barkide, c'est-à-dire de Cyrénaïque, sont davantage semi-nomades. Mais c'est pas une bipartition qui est claire. C'est pas parce que vous êtes un agriculteur que vous êtes un Barnissi, et c'est pas parce que vous êtes un nomade que vous êtes un Boutri. C'est beaucoup plus complexe. Les Baranis, on l'a vu, sont assez largement implantés dans des zones de montagne, ce qui explique le biais agriculteur. Et les Boutres sont beaucoup plus en plaine, ce qui explique dans les zones semi-arides, quand vous êtes en plaine, il y a très peu d'eau, que vous soyez plus nomades, pastoraux. Du fait qu'ils habitent dans les plaines du côté romain, le fait qu'ils portent la tunique indiquerait qu'ils soient plus romanisés. En même temps, les Koutama ou les Aouraba vivent au contact du monde romain, sont eux-mêmes extraordinairement romanisés. Donc cette bipartition est un peu complexe. C'est difficile de dire que les Baranis ne sont pas romanisés quand on pense aux Koutama, dont les rois utilisaient des plaques latines au VIe siècle. Alors les Baranis, ils sont peu romanisés parce que organisés en tribus, ce sont les héritiers des Maures nubélides, de l'Anti-Atlas jusqu'au Rif, et bien sûr dans la partie césarienne orientale et sétifienne de la Mauritanie. Notamment donc les Koutama et toutes les populations assimilées aux Kabyles. Les Boutres sont une coalition donc de ces post-Gétules d'Algérie centrale et aussi d'autres groupes post-Gétules qui pourtant avaient occupé la Tingitane dès le IIIe siècle et étaient très romanisés de ce fait, de ce contact. Mais romanisés hors de l'Empire romain, ce qui peut-être les rapproche de ces groupes de Byzacène, de Tripolitaine, de Barkide, eux aussi romanisés, et qui sont les premiers à entrer en contact avec les arabo-musulmans, qui sont les premiers à se coaliser avec les arabo-musulmans autour de Kérouan. Rappelons-le, Tariq ibn Ziyad est un Boutre, al-Louata de Tripolitaine. Tandis que les Aouraba, Kousseïla en particulier, est un Barnassi. Revenons en Tangitane. Dans ce pays, des Aouraba, qui ici passent complètement sous les radars. Le gouverneur d'Afrique, qui a fait carrière en étant le surintendant des finances d'Égypte pendant toute la décennie précédente. Promu en tant que wali d'Afrique, le poste le plus important, qui le fait gouverneur général en fait de tout l'Occident, il confie le commandement de la Tingitane, lui il remplace l'exarque d'Afrique, et il a un préfet pour la province de Tanja, et ses dépendants, c'est-à-dire la Tingitane, à un certain Al-Mouradi. Mais celui-ci se conduisait avec injustice et commis des illégalités dans la perception de la dîme aumônière et la répartition du butin. La dîme aumônière, c'est le Ushr, donc c'est les 10% qu'on paye sur ses revenus agricoles. Si c'est sur les biens, au bout d'un an, on paye 2,5%, c'est la sadaqa.
il y avait une perception peut-être abusive de la cotisation sociale, en fait, de la sécurité sociale qu'est la sadaqa par les berbères, possiblement directement captée par l'État au lieu d'être redistribuée au niveau de la tribu. Ce sont des problèmes qui ont lieu au 8e siècle aussi chez les Arabes, c'est pas ethnique, contrairement à ce que Ibn Abd al-Hakam peut laisser entendre. Et un détournement de cette cotisation, en fait, pour être transféré vers l'impôt au lieu d'être redistribué comme allocation sociale pour les pauvres dans chacune des tribus. Et aussi le fait qu'on étende cette imposition aux revenus agricoles, donc en fait aux terres des berbères, qui considèrent qu'ils n'ont pas à payer d'impôts puisqu'ils ont des musulmans. Ils se sont convertis pour leurs terres, comme on dit. Et la répartition du butin est un autre problème, puisque, et là on va vous l'expliquer, ils voulaient prélever le quin, le khums, sur les biens des berbères. Alors le khums, c'est une part que l'on paye sur le butin. Pendant le partage, on donne 1/5 à l'État, au calife. Et le quin va rester une tradition hispanique et ibérique très importante, puisqu'on continue à avoir le quin, le quinto real, en Espagne et au Portugal, à l'époque moderne, notamment dans la conquête de l'Amérique. Donc on nous dit sous prétexte que les propriétés de ce peuple étaient un butin acquis aux musulmans. Chose qu'aucun préfet, Amil, donc les sous-gouverneurs, avant lui, n'avait osé faire. Mais seulement sur ceux d'entre eux qui refusèrent d'adopter l'islam que les gouverneurs imposaient ces tribus, le paradoxe étant que les berbères sont considérés comme les arabes à s'être convertis immédiatement. Il n'y a pas de berbères chrétiens, ça n'existe pas. En réalité, là on parle de la part du butin que les berbères doivent payer au gouvernement, et une tentative en fait de fiscalisation des revenus de population berbère de Tingitane, au motif que ce serait un butin. Alors, entre la sadaqa, dont on a des preuves documentaire de l'extension aux revenus agricoles à cette époque-là et des tensions que cela pose, et cette question du quin imposé comme butin à des populations musulmanes, on a des motifs en fait de révolte qui ne sont pas des motifs ethniques, répétons-le. Donc voilà, cette insurrection de la garnison de Tanger, contre qui on va envoyer donc des forces omeyyades en renfort, des Syriens en particulier. Donc on a des Syriens contre des Tingitans. Et cette catégorisation de berbères contre arabes, elle est beaucoup plus tardive, elle est vraiment du 9e siècle, il faut vraiment le comprendre. Les Tingitans se révoltent, ils se mirent tous en insurrection contre lui en l'année 122, c'est-à-dire 741. Ce fut la première fois, nous dit-on, que dans la wilaya, c'est-à-dire l'exarcat d'Afrique, d'Ifriqiya, des troubles éclatèrent au sein de l'islam. Et en fait, c'est le début de la troisième fitna, qui éclate au Moyen-Orient en 743-744, avec justement la chute d'Al-Walid II, dont on avait vu les fresques sur le palais privé de Transjordanie. Alors, après la victoire des Tingitans contre l'armée de secours syrienne, les Tingitans se donnent un commandant, qui s'appelle Maïsara, de la tribu des Matrar, c'est un boutre, des confins du pays zénète du côté de la Tingitane. Et il a, dans ses troupes, un grand nombre de Bakwats et de Makénites, des Barwata et des Meknassa, de différentes régions de la Tingitane à nouveau. Il n'y a pas de racisme sectaire, de factionnalisme sectaire à l'époque, il a aussi des Roumara, donc la population dominante du Rif, qui sont pourtant considérés comme des Baranis. Ils vont tenter de conquérir l'ensemble de l'Afrique, ils vont marcher sur Kérouan pour s'emparer de Kérouan, mais c'est un échec. Malgré tout, Maïsara al-Matrari prend le titre de calife, et donc on a un véritable califat de Mauritanie, si ce n'est d'Afrique et de Mauritanie pendant un certain temps. Les troupes égyptiennes et les troupes arabes installées en Ifriqiya, qui sont depuis 2 ou 3 générations, et donc commencent à se dissocier de celle d'Égypte, se replient. On a une bipartition qui, cette fois-ci, va rester. L'ensemble du pays anciennement mort, qui devient le pays berbère, et l'ensemble du pays qui était contrôlé par les Vandales, devient une province à majorité arabophone. Dans les conséquences de cette guerre civile africaine, qui va devenir la troisième fitna, la troisième grande guerre civile au Moyen-Orient, on a la formation d'entités politiques un peu partout dans le monde musulman. Et c'est notamment de cette manière que l'Espagne omeyyade va se former après la révolution abbasside, mais aussi le mouvement abbasside lui-même dans le Khorasan en Extrême-Orient, et des émirats kharijites, c'est-à-dire contre l'État califal, à Oman, dans le nord de l'Irak, dans le sud de l'Irak, et en grande partie au Maghreb. Et il se trouve que là, globalement, on a quand même une règle, qui est que la plupart des boutres sont kharijites, lorsqu'ils ne sont pas évidemment soumis à l'État omeyyade puis abbasside. Les Barwata du Tamesna sont initialement des sortes de kharijites, même s'ils dérivent vers l'hérésie non islamique. Les Miknasa du Talafilal sont évidemment à la tête d'un des États kharijites les plus puissants, mais également donc les Zénètes, Ifrénides, etc., de Tahert, en Algérie du Nord-Ouest. Tandis que les Baranis, eux, lorsqu'ils fondent des États indépendants, ils sont plutôt chiites. C'est le cas des Aourabat Tingitanes, qui vont appeler à eux les Idrissides, mais aussi des Koutama, en Mauritanie sétifienne, vont fonder le pouvoir politique de la révolution fatimide au début du Xe siècle. Donc il y a un ancrage chiite chez les populations baranis, tandis qu'il y a un ancrage kharijite chez les populations boutres. Alors voici nos États, l'État de Tahert, l'État de Tlemcen et de Nokour, aussi un État kharijite pendant un moment, avant de devenir un État chiite. L'État donc Miknasa du Tafilalt, l'État des Barwata sur la plaine du Tamesna,
Et puis l'État des Aouraba, va devenir l'État idrisside. Donc ces émirats berbères par rapport à la wilaya d'Afrique qui, au début du IXe siècle, devient la wilaya arlabide, l'émirat arlabide qui, de facto, est indépendant pendant tout le IXe siècle. Alors qu'est-ce qui se passe à la toute fin du 8e siècle, après 40 ans où le Maghreb échappe au contrôle politique omeyyade puis abbasside très rapidement, et aux omeyyades d'Espagne? La Tingitane fonctionne de manière indépendante. Mais on n'en a pas de traces. On sait simplement qu'on a des frappes à volubilis, sans nom. Et puis, à peu près à la même époque, compte tenu de la calligraphie, on a des frappes à volubilis, walila, en jaune, de Foulouz, donc de ces pièces de bronze, données au nom de Rachid ibn Qadim. Et Rachid ibn Qadim est lui aussi un berbère, et plus un maoula d'Omeyyade, un maoula d'Idriss, donc un hachémite de la famille du prophète. Idriss qui s'est réfugié après avoir été battu dans les années 780 au Moyen-Orient par les Abbassides, leurs cousins, hachémites, se réfugie au Maghreb. Il est invité par son client, nous dit l'histoire, Rachid ibn Qadim, qui lui sert de guide. Donc Rachid ibn Qadim est probablement un dignitaire important de la Tingitane. Il y a aussi des émissions à Tahert, donc c'est la Tingitane plus l'ancienne région d'Altava. On retrouve ce binôme en fait entre la césarienne occidentale et la Tingitane. Et il se trouve donc qu'Idriss est marié à la fille Kenza d'Isaac ibn Muhammad ibn Hamid, qui est tout simplement le roi des Aouraba. Un parent ou une dynastie rivale de Kousseïla qui avait conquis Kérouan. Idriss, on en a très peu de traces, mais on a des rapports avec Rachid ibn Qadim. Et on a aussi des rapports avec, à l'époque d'Idriss, juste avant son assassinat, il est censé avoir été assassiné par un vilain émissaire du vilain gouverneur pro-abbasside. On a donc une formulation islamique assez classique, un point de Dieu, sinon Dieu l'unique, ne lui associe point, la sharik Allahu. On retrouve ce qu'on avait, même en latin, 80 ans plus tôt. Muhammad est l'apôtre de Dieu. Et on a deux mentions qui sont très spécifiques. Idriss ibn Abdullah, lorsqu'il commanda, Amara, vint la vérité, c'est-à-dire Al-Haq. Et on a une mention de Ali, qui vient après les salutations au prophète. Ali tout court. On est dans un pouvoir évidemment chiite, qui est bien représenté sur cette drachme, sur cette pièce d'argent de volubilis de l'an 789. Et puis on a toute une série de pièces qui ont été aussi émises à Todra, avec la même mentionnant. Mais cette fois-ci, la citation du Coran est plus longue, vint la vérité et disparut l'erreur, qui devait disparaître. Donc c'est une situation coranique. Et puis à nouveau Ali. Donc considère évidemment que cette frappe de Todra c'est au sud du Haut-Atlas, dépend de cet empire qui a sa capitale à ce moment-là à Volubilis. Ce qui montre que l'ensemble de l'espace des Baranis du Maghreb central, les Sanhaja, les Aouraba, les Romara probablement, sont fédérés sous l'autorité de cet Idriss ibn Abdullah, un descendant d'Ali, qui revendique un pouvoir chiite. Et donc c'est cette principauté-là qu'on voit la Tingitane idrisside, qui contrôle également Tlemcen, où il y a un cousin d'Ali, qui contrôle le Todra, ici, où on a des émissions. Et puis, face à eux, donc, il y a l'État des Balrouata, tout près, dans la région d'Anfa, de Casablanca, même jusqu'à Rabat, les Miknassa, probablement les Ifrénides, etc., de Tahert, ce qui donne ce profil-là. Les points jaunes sont les points qui sont considérés au IXe siècle comme dépendants de l'empire idrisside, et donc c'est Idriss II, le fils d'Idriss Ier et de Kenza, qui est le mieux connu et qui va fonder toutes ces villes, notamment Fès, lui et ses enfants, Fès, mais il y a un certain nombre d'autres villes qui sont fondées dans cette renaissance véritablement de la Tingitane, un nouvel empire depuis l'époque des Maurusiens pratiquement, on n'avait pas de centre aussi important, et c'est un centre qui est totalement berbérophone, mais sous l'autorité d'une dynastie arabe, entre les deux foyers de romanisation que sont l'Espagne omeyyade et l'Afrique arlabide, au IXe siècle. D'autres émirats vont se prendre des émirs qui souvent ne sont même pas eux-mêmes d'origine berbère. Les Banu Salih sont des Himyarites, des Yéménites, dans le Rif. Les Banu Tarif de l'état kharijite hérétique des Barwata sont supposés être d'origine juive. Les Banu Rustam de Tahert sont supposés être des Parthes de l'Empire sassanide, etc.